Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, il y a le chapitrage dans la barre YouTube, en description, tout ça, vous connaissez. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir. On approche des 3400, 3500, je sais plus, je n'aurai pas tout le temps le compteur. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux, TikTok, Twitter, Instagram et tout ça. Alors, vous le savez, on est au mois de juillet, c'est un mois un petit peu particulier parce qu'il y a la Japan Expo. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, j'y suis pas encore, mais au moment où elle va sortir, elle sera sûrement bientôt terminée. On sera normalement vendredi ou samedi, je sais pas encore quand est-ce que va sortir la vidéo. Et donc, qui dit Japan Expo dit raz-de-marée de titres. Rien que cette semaine, j'ai acheté 25 tomes de série. Alors il y a quelques trucs où j'ai pas encore... c'est plus genre banane affiche, je les empile avant de les lire. Donc, je vais pas en parler aujourd'hui. D'autres titres, etc. J'ai acheté 2-3 tomes d'une série, j'en parlerai un de ces quatre quand j'aurai plus de tomes. Voilà, globalement, il y a une bonne... On n'est pas loin d'une trentaine de tomes. Allez voir sur mon Instagram, j'ai posté des photos de tout ce que j'ai acheté. Et donc, je vais pas tout présenter en une seule lecture parce que c'est physiquement pas possible de tout lire aussi vite. J'ai beau lire vite et lire beaucoup de choses, je ne peux pas tout lire. Et donc, j'ai préféré diviser mes achats sur 3 mes lectures, regroupés par éditeur. Donc, ceux qui avaient tout sorti ce mois-ci, je vais en parler en premier. Et typiquement, un Pika édition qui va sortir sur 3-4 semaines, tous ces titres, j'en parlerai un peu plus tard. C'est pas un reproche, je trouve que c'est peut-être même mieux d'espacer les achats parce que il y a des éditeurs, ils ont sorti 10 titres d'un coup. Je fais ouais, je vais parler de vous en premier parce que vous avez tout sorti, mais je sais pas, étaler un petit peu vos sorties, c'est horrible. Je pense au libraire, hein. Mon libraire, m'a dit plus d'une centaine de titres, enfin, de tomes, de nouveaux tomes ce mois-ci, enfin cette semaine. Abusé, voilà. Donc c'était une longue introduction. On va peut-être commencer maintenant. Bon, ça va nous suivre jusqu'à la fin de l'été. Short programme de Mitsuru Adachi. Je lis un tome par semaine pour savourer ce recueil d'histoires. Alors, les, comment dire, la biographie n'est pas marquée à la toute fin. Il y a quelques chapitres, il y a un petit chapitre de quelques pages avant. Et donc, en fait, les titres qu'il y a dans ce tome, ils sont sortis entre fin 89 et début 93, 92. Et il y a quelques chapitres qui sont sortis en 94, 95. Mais globalement, c'est un fin 80, début 90 qu'il y a là-dedans. Toujours aussi sympathique, les pages couleurs sont vraiment hyper agréables. Il y a deux histoires qui m'ont particulièrement marqué dans ce volume, ce qui sont à la toute fin, c'est un petit peu dommage. Alors il y a une histoire où en fait c'est un club de baseball professionnel qui engage un gourou, un mec qui voit un devin, il leur dit ouais, il y a un gamin dans cette ville, s'il s'appelle machin, il est dangereux parce que dans le futur, ça sera une putain de 3 star, il va vous niquer. Donc ils embauchent un mec pour pas coacher le gamin, il va jamais du baseball, et de fil en aiguille, il va se mettre à faire du baseball, etc. C'est vraiment super intéressant. L'autre histoire, c'est deux histoires sur le même thème, c'est le voyage dans le temps. On va suivre un gamin des années 60 qui se retrouve à notre époque, enfin, à l'époque contemporaine de l'auteur, et inversement, un mec de son époque qui se retrouve dans le passé. C'est sympathique de voir... En fait, ce que j'aime bien les deux histoires, c'est que il y a une petite dose de fantaisie, un avec le devin qui voit le futur et l'autre avec son voyage dans le temps, qui est une chose que, alors sans dire que je connais le travail de Mitsuru Adachi, de ce que je connais du monsieur, c'est qu'il est surtout connu et réputé pour son travail sur des œuvres de sport et de comédie romantique, ou plutôt des romances. Et donc là, le voir avec une petite dose de fantaisie en plus, je dis oh c'est intéressant, il peut faire aussi un peu de fantaisie, tout en restant très intéressant et en gardant un petit peu ses thématiques, parce qu'il y a quand même une petite... il y a des petits moments un peu de romance, surtout pour la petite histoire avec le garçon qui veut pas faire du baseball, mais qui est super dur pour faire du baseball, où il y a une fille, tu sens que si ça avait été une histoire longue, il y aurait eu une histoire de romance entre eux, alors qu'autant Voyage dans le temps, un petit peu moins. Mais voilà, c'est toujours aussi sympathique dans le prochain Mes Lectures, le tome 3. On passe ensuite à Die Dark, le second tome, avec, si on retire le filtre plastique, on voit, c'est censé être Death de la mort, donc personnage féminin qui va composer le quatuor des persos. Le tome est composé de trois grosses histoires. La première, c'est ce qui avait été teasé à la fin dans le petit jeu. Si vous avez lu le tome jusqu'au bout, il y a un petit jeu, il y a c'est pas des mots croisés, c'est des
je sais plus comment c'est, je crois que c'est des mots croisés, mais j'ai un doute. Je sais plus, où en fait on disait le mot shopping, et donc en fait bah, ça fait sens avec ce tome là, c'est que on va voir notre héros Avakian va faire du shopping, il va acheter plein de meubles pour son vaisseau, c'est sympathique avec en plus Death de la mort qui arrive et qui rejoint le casting de personnages principaux, elle a l'air de plus trop se barrer, elle va rester avec eux, c'est super intéressant, en plus elle a sa petite pièce dans le vaisseau, et ensuite on a l'arrivée de, c'est, comment il s'appelle, c'est, ah, Primo, Tokar Primus, voilà, qui apparaît, qui se fait capturer par les grands méchants qui sont un petit peu la police de l'espace, de leur univers, et donc qui rencontre à la fin du tome, et donc je pense que dans le prochain tome, il va y avoir, ça y est, c'est les 4 cavaliers de l'apocalypse, de l'enfer, de la mort, de l'espace vont être ensemble, et vont faire ce petit groupe de joyeux fous furieux, donc à voir, surtout que bah, dans le tease du prochain tome, on nous dit que le héros va se faire Sanko. Pourquoi j'appelle Avakian? Où est-ce que ça sort, Avakian? Je l'ai lu quelque part, mais je sais plus. Donc Sanko Zaha va se faire capturer. À voir ça. Parce que, surtout que bah, ils sont dans la base des grands méchants, donc à voir. En tout cas, Day Dark, c'est toujours aussi bien, même si, je le reconnais, 12 € pour la couverture en plastique transparent, c'est un petit peu cher. On passe maintenant à Kengan Ashura, tome 24. Alors, j'ai pas encore reçu le 25, 26, 27. Je pense que quand je vais les avoir reçus, je vais tous les lire d'un coup parce que ça sera la fin et je vous ferai, dans un gros lecture, je vous parlerai des 3 d'un coup. Je pense que ce sera le dernier du mois de juillet, ce qui devrait arriver dans pas longtemps. Je vous ferai une vidéo sur Baki parce que je vais les récupérer à Japan Expo, sur Karakuri Circus parce que je vais les récupérer à Japan Expo. Et après, bah, j'en parlerai comme Kengan Ashura, donc une semaine sur 2, je parlerai de Karakuri. Je pense l'autre, c'est de Baki, pour pas toujours avoir, enfin faire les deux à la suite. Donc là, c'est la fin des demi-finales, donc c'était quart de finale, c'est les quarts de finale. Donc le match final entre le Crow de Metsudo face au champion du groupe Nogi, qui était pour moi un combat qui allait être en un seul sens, hein, c'est que le Crow de Metsudo allait gagner. Pour moi, je vois clairement la finale entre Oma et le Crow de Metsudo. Depuis que son, entre guillemets, rival Kiryu il s'est fait battre, pour moi c'est clair et net qu'il va affronter le Crow de Metsudo à la fin. Et donc j'ai hâte de voir le combat entre le gros barbu et Koloki et donc la lance des ténèbres, je sais plus comment il s'appelle, le gros karatéka face au Crow de Metsudo. Ça va être un combat bien vénère. Mais dans l'ensemble, vraiment bon tome, et il y a ce que je soupçonnais depuis le début, donc le grand rival, celui qui a tué le maître du héros, qui va affronter Oma dans le prochain tome. Parce qu'il reste 3 tomes, 3 matchs, j'y croyais un petit peu moins que les combats allaient durer un tome entier. Je pense qu'on va avoir un tome sur la rivalité entre Oma et Kiryu, Setsuna Kiryu, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, on va avoir 2 tomes sur la fin du tournoi, peut-être un chapitre entier sur les conséquences du fait que Oma a gagné, donc c'est son patron, et donc le patron du patron, c'est le groupe Nogi. Surtout qu'en plus, le patron du groupe Nogi, on parle de son père, quand il rencontre le patron de la banque, la banque japonaise. Je pense qu'on va voir un petit flashback là-dessus, ça va être intéressant, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, Kengan Ashura, vraiment super bien. On passe maintenant à Kyun, et j'ai pris le tome 4 de Tsugumi Project. Alors je vais être très rapide parce que j'ai lu les 3 premiers tomes quand ils sont sortis, donc dans une époque avant le Covid. Donc ça remonte un petit peu, ça fait genre 2-3 ans que le tome 4 se faisait attendre. Donc j'ai lu le tome, j'ai apprécié de retrouver le style de Ipatu. Ipatu qui est donc, de ce que je dis pas de bêtises, c'est un ancien assistant de Jiro Taniguchi, qui a mis, je crois que c'est un petit peu expliqué sur la jaquette et à la fin, pourquoi il a mis aussi autant de temps. Voilà, c'est vraiment cool, j'adore l'univers, le bestiaire, tout ça est vraiment intéressant, mais c'est vrai que bah, j'ai eu du mal à me replonger dans l'univers de Tsugumi Project après 2 ans et demi d'absence, mais je pense que je relirai les 4 tomes pour l'arrivée du 5e, qui j'espère va pas mettre 3 ans à arriver. Parce que bon, Ki-hoon qui ont des séries qui mettent 1 an à sortir, c'est sympa, mais au bout d'un moment, voilà, j'adore Bright Story, j'adore César, mais c'est vrai que le rythme de 1 tome tous les ans, des fois, c'est pas cool. Les carnets de l'apothicaire, tome 9, toujours aussi bien, moi j'adore cette série. Alors en plus, Ki-hoon, à travers son autre maison d'édition Lumen, va sortir les romans, les carnets de l'apothicaire, donc le light novel plutôt, ou roman, hein, qui a inspiré la création de ce, enfin, dont il a adapté le manga.
Donc de ce que j'ai compris, ça sera des tomes à 16 € qui vont faire 2 tomes classiques au Japon, donc ça sera un tome de 300 pages. Un petit peu cher par rapport à un bouquin. Je sais pas quel format, peut-être que ce sera un grand format, je sais pas si c'est un format poche. En tout cas, je le prendrai fort parce que je l'ai dit dès le début, si un de ces quatre, un éditeur, l'édite, le light novel, j'ai hâte de lire pour voir un petit peu les idées d'origine et comment ça a été adapté ensuite. Donc, dans ce tome-là, on a un gros passage autour de champignons qu'on voit sur la couverture, avec notre Mao Mao qui va faire accueil de champignons et découvrir des choses autour de champignons toxiques, c'est super intéressant. Vers la fin du tome, on parle un peu plus de politique et de la géopolitique extérieure, le fait qu'il y a une concubine, il y a 50 ans, elle a fait des trucs avec un pays étranger, etc. Et donc ça revient un petit peu sur la table. Toujours aussi bien, moi, les Cahiers de l'apothicaire, j'ai rien d'autre à dire, hein, c'est vraiment une petite pépite que je vous conseille toujours autant, c'est génial. On finit Kiyun avec un shonen, My Hero Academia, tome 33. Un poil moins fan de ce tome. J'avais bien aimé le tome 32, où on voyait un Izuku un petit peu tout seul, qui se démerdait en mode héros urbain. Et à la fin, on avait l'arrivée de ses copains de classe. Et donc là, c'est la suite de ça. Donc les copains de classe qui viennent sauver Izuku, qui disent « Reviens à l'école, on fera des petits jeux, on va ramener du Uno, on va faire ça, on fera des petits gâteaux. » J'abuse un petit peu. J'ai trouvé le tome très long. Pour ce que ça voulait raconter. Izuku revient à l'école, j'ai l'impression que c'est le tome entier, c'est Izuku revient à l'école, c'était un peu long, ça aurait pu être résumé à 2 chapitres, en tout cas, il y a des trucs intéressants, le Bakugo qui s'excuse, etc. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très long, j'ai adoré le passage, il y a 2 passages qui sont vraiment cool, c'est le passage où All Might rencontre donc Stein, qui s'est libéré de prison, et il voit la dernière fille que All Might a sauvée, qui est toujours confiance en lui en disant ouais, votre statue, moi je la nettoierai toujours, je fais toujours confiance en vous. C'était super bien, j'ai adoré. Mais c'est vrai que tu dis, bon, ce petit passage de 3-4 pages sur le tome entier, ça fait un peu léger, et j'ai adoré le fait qu'on voit un petit peu l'ONU qui dit oui, on va vous envoyer des héros, mais le problème c'est que quand nos héros ils s'en vont, chez nous après c'est la merde. Le problème c'est qu'actuellement c'est tout le temps la merde partout, surtout au Japon. On fait quoi Je sais pas, j'ai pas très envie d'envoyer mon super héros de ouf. Et les Américains ils font ouais, le problème c'est que tout le numéro 1 est déjà parti. Et donc ça se finit avec le numéro 1 qui arrive en mode sur un porte-avions, enfin même pas sur un porte-avions, sur un jet, comme As. J'ai fait le prochain tome, ça sent la grosse bagarre entre un gros méchant style, comment il s'appelle, Gigantomachia face à la super-héroïne numéro 1 des États-Unis. Ça sent la grosse bagarre, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, ouais, tome sympathique mais un petit peu long sur le retour de Izuku. Et j'aurais vraiment aimé plus de tomes sur ce Dark Izuku urbain qui vit tout seul. Finalement, ça a duré un tome et demi, c'est un petit peu court. On passe maintenant à ce que j'ai acheté chez Glénat, et il y a quand même une sacrée petite pile avec 6 tomes. On commence avec Sakamoto Days, le 3e tome. Dans ce tome-là, on a l'arrivée du sniper, de ce sniper qu'on voit en couverture, qui lui aussi vient tuer Sakamoto. Et j'adore, c'est qu'il est complètement con. On lui dit Sakamoto, c'est un nom commun. Il n'y a pas que lui qui gère ce genre d'épicerie, il y en a partout dans le Japon. Il dit oh merde, il va falloir que je cherche tous les Sakamoto de toutes les épiceries du monde. Je trouve ça génial. Quoi, ils font leur petit tournoi de airsoft, si je dis pas de bêtises. Et qui est en plus un putain de bourrin en fait. Il est complètement con, mais c'est un putain de sniper. Et après, on arrive sur premier gros arc de la série, donc avec le Shin, le télépathe, se fait enlever, mais c'est pas vraiment lui, c'est la fameuse mafieuse dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, Shao Tanlu, qui portait les vêtements de Shin, enfin son tablier, et donc une organisation l'a pris pour Shin, l'a enlevé. On découvre un peu les origines de Shin, comment il a obtenu ses pouvoirs de télépathe, et donc Sakamoto et toute la clique vont affronter cette organisation avec notamment ce personnage qui a une tête de cerf qui est vraiment stylé. Et il y a un passage où en plus ils ont une combinaison invisible qui déforme un petit peu ce qu'il y a autour d'eux. Et j'ai beaucoup aimé, il y a une page qui est vraiment stylée où en fait le mec est invisible et il passe devant la bulle. Ce qui fait que la bulle et le texte de la bulle ont un effet de déformation. Et j'ai trouvé ça super intéressant de jouer avec même les bulles de dialogue, elles sont déformées. Alors je me dis, si un jour il y a adaptation en animé, comment ils vont faire ça? Enfin, ils vont retranscrire cet aspect apparence qui est invisible, etc. Mais le fait que même la transparence affecte les bulles de dialogue, c'est impossible à transparaître, je sais pas comment ils vont faire. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, ça monte un petit peu en puissance Sakamoto, c'est pas pour me déplaire.
Dr Stone, tome 21, donc ça y est, la fameuse quête d'aller en Amazonie, de retrouver un petit peu l'origine de la méduse, donc cet appareil qui pétrifie tout le monde, est terminée. Sauf qu'en même temps, tu as le garde du corps du grand génie américain, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, Stanley, donc qui est le protecteur du docteur Xeno, qui continue, et j'ai beaucoup aimé le fait on a beau être très fort technologiquement parlant, on est face à des mecs qui sont entraînés, qui sont des anciens soldats, qui sont des soldats du 21e siècle, qui vont affronter soit des gamins, soit des primitifs du 31e siècle, et en plus, ben, eux, ils ont des armes à feu modernes, nous, on a juste nos couteaux et nos lances. Et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, surtout qu'ils ont l'air bien vénères, c'est une grosse menace, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une telle menace, parce que sur l'île du je sais plus quoi, l'île du trésor, les mecs étaient forts physiquement, mais c'était pas des grandes menaces finalement. Il y avait 2-3 mecs costauds et le reste ça allait. Là, t'as quand même un bataillon qui a l'air bien entraîné, bien fort, qui est organisé en plus, qui va devoir affronter le trio des gros Stromons, donc Tsukasa, Kohaku et le mec avec la lance dont j'ai oublié le nom, et qui en plus a peur du Covid parce qu'il porte tout le temps un masque. Non, vraiment, Dr Stone, tome 22, j'ai hâte de le lire. En plus, on approche de la fin. Je crois que la série va faire même pas une trentaine de tomes. C'est un petit peu dommage. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer par la suite parce qu'ils envisagent quand même d'aller dans l'espace. Et ça, je suis très curieux. Tokyo Revengers, tome 19. On approche de la fin de l'arc du Tenjiku parce que tous les lieutenants se sont fait rétamer, alors quasiment tous par Hungry, donc le petit frère du duo de frères jumeaux. Attends, s'ils sont jumeaux, c'est qu'ils sont un duo. Il rétale les deux frères qu'on voit ici en couverture, il étale le grand costaud, il y a comment il s'appelle, le traître du Tokyo Manjikai, il arrive, bra, il lui fout une claque, torché, il reste plus que le Big Boss, il reste Kisaki et peut-être Amma avec le mec avec le tatouage, et celui qui a une cicatrice à l'œil, et ils se font tous rétamer, alors en plus à la fin, ils sont plus que 4-5, ils sont tous en sang, ils font « c'est bon, on a gagné », et là d'un coup t'as Draken qui arrive, t'as Mikey qui arrive, en mode « Bon, vous êtes combien? Vous êtes 200? Wow, ça va, 100 chacun, on a fini dans 10 minutes. » Et vous quoi? Vous faites les malins? Vous auriez été 2000, on aurait pu un peu transpirer. 2 contre 200, c'est rien. Et là, t'as tout le monde qui se rêve en mode « On va faire la bagarre. » Donc ça, c'est vraiment cool. Donc là, le prochain tome, ça va être la fin de l'arc Tenjiku. Et en tout cas, pour moi, la fin des achats de Tokyo Revengers, parce que l'arc qui suit, pour l'instant, Scan, il me motive pas plus que ça. Peut-être que par la suite, je changerai d'avis, mais en tout cas, Tokyo Revengers, je m'arrêterai à l'arc Tenjiku, et peut-être qu'après je reprendrai, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai pas changé d'avis. Blue Giant Supreme, tome 8 sur 10 ou 11, donc il reste 2-3 tomes pour conclure la suite de Blue Giant, et normalement on a encore une suite où cette fois le héros va partir aux États-Unis. Là il est toujours en Europe, alors il est parti momentanément au Japon pour le décès de son père, et donc le héros revient. Son groupe c'est un petit peu a eu un remplaçant, il y a un petit... Je pensais qu'il y avait un peu plus d'étincelles entre le remplaçant et Dai, et finalement, ça se passe bien. Et voilà, ça y est, l'objectif initial est enfin atteint. Dai et sa bande arrivent à Paris. Alors, je suppose, sachant que l'auteur était venu avant le Covid, donc en 2018-2019, qu'il a profité de sa venue à Paris, parce qu'il avait dédicacé dans 2-3 librairies. Je n'avais pas réussi à la voir. Et je sais qu'il avait assisté à un concert de jazz sur Paris. Et je suppose qu'il a profité de ce petit voyage pour faire plein de croquis de la capitale. Je suppose que le bar qu'on voit où il joue, c'est le bar dans lequel il a assisté à un concert de jazz. Mais en tout cas, je ne dis pas de bêtises, je crois même qu'il y a un caméo de l'éditrice japonaise, enfin, l'éditrice française de Blue Giant dedans, qui apparaît. Alors, je ne sais pas si c'est dans ce tome-là ou dans le prochain. J'avais vu ça à l'époque, mais alors, ça date un petit peu d'avant le Covid, donc j'ai pas forcément un screenshot de ça. Mais en tout cas, Blue Giant Supreme, c'est toujours aussi bien. Je vous conseille toujours aussi chaudement de lire la série. Surtout qu'en plus, il y a un animé qui va arriver. Alors, je sais pas si c'est un film ou une série, mais en tout cas, il y a un projet d'animation autour de Blue Giant, donc la série d'origine. Si c'est une série, j'espère qu'ils vont adapter tout le manga, il fait qu'une dizaine de tomes, et qu'ensuite ça pourra donner un peu d'aura à Blue Giant Supreme, et je sais plus comment s'appelle la suite, où il est aux États-Unis, et je sais pas s'il y a encore une suite à ça, mais peut-être que j'ai des grosses conneries. Doranki, le tome 1 est unique tome de la série. Alors c'est pas un one-shot, c'est une œuvre inachevée. Alors le plus j'aime bien, c'est qu'ils l'ont marqué, l'œuvre inachevée. Mais alors, beaucoup de gens l'ont dit, c'est l'œuvre inachevée de Kentaro Miura, qui est pas vraiment vrai et en même temps un petit peu faux. Alors c'est un peu particulier parce qu'en fait, Doranki, c'est une œuvre qui a été écrite et au moins dessinée
par le studio Gaga, donc qui sont le studio qui est derrière Kentaro Miura, donc c'est tous ces assistants qui ont fait ça. De ce que j'ai compris, c'était pour qu'ils se fassent un peu la main, qu'ils se fassent un nom en tant que dessinateur, et qu'ensuite ils puissent voler de leurs propres ailes. Et Kentaro Miura avait écrit le scénario, et je pense qu'il était un petit peu, entre guillemets, alors c'est marqué producteur, donc je pense qu'il était un peu éditeur, dans le sens où il se disait, non, c'est pas bien dessiné, refais-moi cette planche, ah, moi j'aurais fait comme si, mais je pense pas qu'il faisait le storyboard. Je pense qu'il donnait juste l'idée, il disait, ouais, machin truc va taper un loup, machin truc va taper un ours, puis basta. Je pense pas qu'il était au dessin, peut-être que je me trompe. Donc c'est vrai qu'on dit l'œuvre inachevée de Kentaro Miura, je suis pas forcément d'accord. J'espère que quand le studio Gaga aura terminé Berserk, ils reprendront du Runky, soit en reboot, soit en reprenant là ça s'est arrêté, parce que ça s'arrête en plein milieu d'une action. Hein. Genre ils sont attaqués par un truc, fin. Et tu dis, ah, c'est dommage, parce que j'adore l'univers. Clairement, un seul tome, j'ai surkiffé. On est dans une sorte de monde d'heroic fantasy où les divinités ont existé, mais on ne sait pas encore si elles sont encore là. On est sur le héros-héroïne, parce que c'est un personnage hermaphrodite, qui est donc une création des dieux, enfin le dernier dieu des dieux, enfin c'est le dernier enfant des anciens dieux, c'est marqué là. Et donc il peut discuter avec les nymphes, avec un fan, etc. Ça se passe, voilà, c'est dans un monde qui, on va dire, on est antiquité, etc. C'est vraiment cool, c'est vraiment prenant. Bon, on sent qu'il y a du Kentaro Miura, notamment il y a des passages un petit peu polissons, et quand on connaissait certains titres qu'il aimait de jeux vidéo, ça, tu dis bon, là ça sent un petit peu Kentaro Miura qui voulait se faire un peu plaisir. Il y a quand même pas mal de passages où tu vois les enfants à poil. Bon, de dos, mais bon, au bout d'un moment, faut qu'il se calme, surtout que bon, quand on a vu le tome 41 de Berserk, dont je parle juste après, tu sens qu'il a, y a des petites lubies des fois un petit peu particulières. Bon, je vais pas ternir son image, mais voilà, Dolanki c'est vraiment super bien, et c'est juste dommage que ça fasse qu'un seul tome, parce que ça aurait, je dis pas 40 tomes, mais je pense que ça aurait pu s'étaler sur 5-6 tomes. Il y avait des putains d'idées, j'adore le passage où ils veulent s'enfuir, il y a une cascade, l'héroïne, enfin le héros-héroïne, demande à la cascade, qui est donc une divinité, de les aider, et donc ça devient un homme barbu qui écarte sa barbe, et donc en fait la cascade s'écarte. Je trouve ça vraiment génial. Dolanki c'est vraiment bien. Prenez le manga, après vous savez, je vous préviens, hein, le manga n'a pas de fin. Point. Et on arrive maintenant au 41e et dernier tome écrit et dessiné par Kentaro Miura de Berserk. C'est un tome qui est très fin, parce que finalement, je pense qu'il manque un chapitre ou deux pour vraiment faire un chapitre classique. Je crois qu'il fait 160, 170 pages. Ouais, 136 sur le dernier chapitre, donc il doit faire 160 pages à tout casser, ce qui est beaucoup plus fin qu'un tome classique, ce qui fait que, bah, je sais pas si ça se voit, mais en fait, le dos est un petit peu décalé, et le problème c'est que il est tellement fin qu'il déborde des deux côtés quoi qu'il arrive. Le tome 41 de Berserk, c'est un tome qui est bien, qui n'est pas exceptionnel, alors même s'il y a beaucoup de révélations vers la fin. Dans l'ensemble, on est sur la continuité du tome 40, donc avec Griffith et son empire, où donc il y a toujours, c'est un peu compliqué de gérer un empire, un royaume, etc. Il y a les conflits géopolitiques internes, etc. L'argent, tout ça, même s'il a des cheat codes partout, au bout d'un moment, il y a des limites à ces cheat codes. Guts, qui est dans le royaume des fées, donc Casca est soignée, mais elle a toujours ses PTSD dès qu'elle voit Guts et qu'elle pense à l'éclipse à Vrille. Et on a surtout à la fin l'arrivée du garçon qu'on voit que à la pleine lune, qui fait sens avec une image qu'on voyait dans les premiers chapitres où Griffith voit la pleine lune et que ses cheveux deviennent un peu sombres, et en fait on découvre à la fin que ce garçon c'est Griffith. Ce qui fait que Griffith est plus ou moins le fils de Casca et Guts, dans le sens où il est né de ce fœtus qui était donc l'enfant qui avait eu Casca, enfin qu'aurait dû avoir Casca avec Guts, mais qui a été terni par le côté obscur de la force lors de l'éclipse, hein, souvenez-vous, on la voit faire une fausse couche juste après l'éclipse, et en fait l'enfant donc elle a une fausse couche. Pour moi c'est celui de Guts qu'elle a eu quand ils ont couché un petit peu avant. Voilà, c'était un peu dégueulasse, un petit peu rapide, bref. Vous avez lu Berserk, vous savez de quoi je parle. Et en fait, le tome en lui-même est bien, j'ai pas de soucis, mais en fait, moi, il y a un truc qui m'a vraiment touché, c'est quand j'ai fini la dernière page. Déjà, il y a le côté, bon, c'est la fin de Berserk par Kentaro Miura. Ça a commencé avec le nouvel auteur, donc qui est le meilleur pote de Kentaro Miura, qui est l'auteur de Holy Land et de Genesis, c'est Vega Dupuis. Et en fait, juste après ça, on a deux petites pages où on a les mots de l'éditeur japonais, et j'avoue que ça m'a touché. J'avoue que ces deux petites pages de mots, alors, voilà, c'est juste ça, hein, pas grand chose, hein, sur voilà, le fait que l'auteur soit mort, ça m'a touché émotionnellement. Je me dis, bon, ça y est, je sais qu'il est mort, mais ça y est, là, j'ai fini l'œuvre de Kentaro Miura, maintenant la suite, ça sera plus vraiment lui, même si visuellement j'ai vu les pages,
on est sur du très bon boulot. Je suis un peu moins fan du découpage, mais dans l'ensemble, je pense que je vais continuer la suite de Berserk sous une nouvelle équipe, on va dire. Mais voilà, Berserk, ça reste une œuvre magnifique que je relirai avec plaisir plus d'une fois dans ma vie. En tout cas, je vous incite à lire ce tome. Et, alors, je n'en ai pas encore parlé, j'ai pris le tome collector aussi. Alors, je pensais pas le sortir sur blister et finalement, je voulais juste un petit peu feuilleter. Voilà, c'est le même tome, c'est juste en grand format. Le hardcover, je vais pas critiquer le hardcover, mais c'est vrai que c'est pas toujours pratique quand tu as un tome un peu plus fin que la moyenne, donc qui fait 200 pages, sachant que les pages sont pas non plus hyper épaisses, mais le papier est de bonne qualité. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas forcément toujours pratique de tenir un livre aussi petit. Mais voilà, Glénat a fait du super boulot. Bon, je vais pas critiquer, là, c'est un boulot de monstre. Moi, j'étais pas forcément ultra chaud à me prendre ce tome juste pour prendre le tome, parce que je me dis, bah, déjà, quand je vais avoir ma collection complète de Berserk, je vais avoir ce tome-là qui est en plein milieu, entre le tome 40 et le 42, et ça va faire un petit peu tâche. Surtout que maintenant que... Autant ça aurait été le dernier tome, il n'y aurait jamais eu de suite. Je me dis, bon, ça aurait fait une belle pièce pour finir la rangée. Autant lâcher qu'il y ait une suite, donc t'as ça entre deux tomes, ça fait un peu con. Donc autant le poser au-dessus et me dire, voilà, il y aura ce tome 41 de luxe à côté du reste, ou en dessous du reste, au-dessus du reste. Ça rend bien, mais c'est vraiment un super objet. J'avais cru comprendre qu'au début, le tirage serait un peu limité, et finalement, j'en ai vu pas mal dans pas mal de librairies, donc c'est pas non je pense qu'ils ont dit au début pas beaucoup, et finalement, ils ont tiré plus que prévu. Ou alors, il y a moins de scalpers, parce que je pense qu'au bout d'un moment, les gens se disent j'ai acheté 50 tomes de One Piece, mais je les vends toujours pas, parce que bah, ils sont à 100 balles, et que personne n'a envie de payer 100 balles pour un tome à 8 euros. Au bout d'un moment, il faut se calmer. Et Berserk, voilà, je suis très content de l'avoir. Et alors, il y a une petite plaque en métal, je sais pas où est-ce que je l'ai foutue. Elle est là. Je pose ça là. Voilà, qui est bienvenue. Elle est là, sous blister encore. Voilà, la petite plaque en métal. Pas utile, mais voilà, ça fait toujours plaisir. C'est un petit bonus en plus qui est bienvenu, qui est vraiment de très bonne facture. On parle maintenant de comics et de bande dessinée, et on commence avec un comics, le 7e et dernier tome de Sandman, qui vient conclure cette grande saga écrite par Neil Gaiman et dessinée par moult dessinateurs, sachant qu'en plus on va avoir une série télé qui arrive sur Netflix début août. Je voulais faire une vidéo dessus, mais clairement vu le peu de temps qui me reste entre ma fin de lecture de Sandman, sachant qu'il me reste encore le prélude, qui est donc le préquel, Sandman The Dreaming, donc la suite qui est beaucoup plus récente, et le one-shot spin-off sur la mort. Je vous dis, j'aurai pas le temps de tout lire, donc j'en parlerai peut-être pour une prochaine saison de Sandman, s'il y a une saison 2. Mais en tout cas, je vous incite vraiment à lire ce comics qui est vraiment super bien. Donc ce tome-là est composé de 3 grosses parties. Déjà, on a la fin de Sandman, donc, qui s'appelle La Veillée. Donc Sandman est mort, donc on va toutes les personnes qui l'ont connu au travers des 6 tomes précédents qui viennent assister à sa mort, qui racontent leur petite histoire. On a les conclusions de pas mal de personnages, notamment le mec immortel et d'autres personnages. On a les 7 éternels ou infinis. Je sais plus si c'est les infinis ou les immortels, je sais plus. Bon, qui racontent le fait que leur frère est mort et donc il y a un nouveau rêve qui va arriver. Ensuite, on a une réinterprétation d'une histoire, donc celle du Tanuki du renard qui était apparu dans le tome 4 ou 5, mais cette fois dessinée par un dessinateur japonais, Yoshitaka Amano, à qui on doit les chara-design des premiers Final Fantasy. Donc là, c'est pas un comic, c'est vraiment juste des illustrations avec du texte à côté. C'est vraiment super beau. Et ensuite, on a 7 histoires liées aux infinis, où chaque histoire est dessinée par un dessinateur différent, et donc qui sont là pour représenter chacun des 7 infinis. Notamment, il y en a un, c'est Manara, c'est pour le désir. Manara dessine une histoire, et c'est un dessinateur de bande dessinée française, ou en tout cas franco-belge, et qui est connu pour faire pas mal de BD de cul, et donc forcément, le désir, ça faisait du sens, et en plus je crois que au début ou à la fin, dans la préface ou la postface, Neil Gaiman dit ça faisait complètement sens de mettre Manara pour cette histoire-là en tout cas, et il était très content de l'avoir. Et voilà, Sandman, je suis content, c'est vraiment un très bon comics que je vous conseille très chaleureusement. Et on finit comme d'habitude avec du Astérix, le tome 25, Le Grand Fossé, donc le premier album écrit et dessiné par Uderzo. Et c'est pas bien, mais alors je savais qu'on m'avait dit après, quand il n'y a plus Goscinny, c'est moins bien, mais c'est vraiment pas bien. Je vais pas dire nul, parce que j'ai des vagues souvenirs des derniers albums de Goscinny, donc notamment l'Odyssée d'Obélix, La Traviata ou le Céline de sur la tête, qui était vraiment pas bien du tout, mais Le Grand Fossé,
il est pas intéressant, en fait. Il y a un petit délire, politique et cetera, grève et cetera, mais c'est pas subtil, en fait. C'est ça, c'est Goscinny, il dessine bien, l'histoire est intéressante, même si, pas hyper enfin, c'est intéressant le côté le village est divisé en 2, mais finalement on va pas plus loin que ça. Histoire d'amour, je pense que ça aurait été juste une histoire d'amour, on aurait repris un délire à la Montaigu Capulet, ça aurait pu être super intéressant, refaire un petit délire à la Roméo et Juliette. Mais il y a ce délire de grève chez les Romains, le mec avec une tête de hareng qui fait des complots, tu comprends pas tout, en plus il finit mal. Et non, en fait le problème c'est que c'est pas subtil. Avant, Goscinny, il y avait, alors, il y a toujours ces blagues un petit peu drôles, même qui sont un peu moins subtiles quand même au niveau des noms. Genre, il y a genre, il y en a qui s'appelle Comics. Voilà, il s'appelle juste Comics. Voilà, c'est pas foufou. Et je trouve que des fois, les messages de Goscinny, ils sont très subtils. Des fois, il faut vraiment faire attention pour les comprendre. Les blagues sont très subtiles. Là, je les trouve vraiment très voyantes. Elles sont même pas réfléchies. C'est vraiment du pipi caca. Enfin, j'abuse un peu dans pipi caca, mais vraiment dans le sens où les blagues, elles sont là. Elles sont premier degré. Point. Il n'y a pas une réflexion derrière. Genre, par exemple, il y avait un album sur les impôts. Et il y avait toute une blague, il y avait tout un sous-texte sur les impôts, en fait, qui était dans les blagues. Alors je ne saurais plus vous les dire, là, comme ça, de tête, mais c'était un délire de... ouais, pour payer, il faut être imposable, mais nous, on n'impose pas, enfin, nous, on ne nous impose rien à nous. Et donc, en fait, tu disais, ouais, on n'est pas imposable. Il y avait une blague dans ce délire-là, sauf que dans cet album-là, il y a une blague sur il y a plein de blagues sur les grèves, mais c'est juste des blagues sur les grèves. Point, il n'y a pas de sous-texte sur la grève, etc. Ou genre, voilà, ils auraient pu faire une blague là-dessus, mais non, Goscinny, c'est pas un humoriste, c'est un bon dessinateur, mais c'est vrai que tu sens qu'il est pas subtil, qu'il fait des blagues premier degré, premier niveau de lecture, point bas, il n'y a pas de sous-texte, etc. C'est un petit peu dommage. J'ai les 2-3 suivants à lire, mais ça fait peur. Hein. Je sais pas si j'irai jusqu'au bout. Hein. Là, je savais que j'irai pas jusqu'au bout des Goscinny, des Uderzo, je veux dire, mais là, waouh, ça fait peur. Le premier album tout seul, waouh, il est vraiment pas foufou, j'ai peur pour la suite. Encore une fois, je me répète, mais je sais pas si j'irai jusqu'au bout de mon marathon Astérix. Là, ça m'a fait très très peur. Voilà, c'était ma vidéo Mes lectures, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux. Et moi maintenant, je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!